Nous allons démarrer nos travaux. Je vais indiquer que Paul Maria, qui est en déplacement à l'étranger, va, dans le cadre de son activité professionnelle, donner pouvoir à Chantal Lambert-Buras. La majorité des membres du Conseil est bien présente. Le secrétaire de séance, Madame Florence de Varas, si elle l'accepte, sera assistée de Monsieur Christophe Rioual, qui est lui-même assisté par Monsieur Vincent, qui est assisté par Madame Jawa. Donc c'est une triplette que nous avons derrière nous, qui nous surveille. L'ordre du jour définitif de la séance comprend 24 points, dont une question orale, un vœu, et puis des affaires diverses, au cours de laquelle, d'ailleurs, nous aurons, je pense, l'occasion d'évoquer différents petits sujets. Comme ça nous permettra de nous mettre au courant d'évolutions d'affaires diverses, les plantations d'arbres. On parlera sans doute du cinéma Le Bretagne, un peu du musée Hébert, et puis peut-être, je vous donnerai quelques informations sur la Grande Chaumière. Je vous propose alors d'adopter l'ordre du jour, le compte-rendu de notre dernière séance qui s'est déroulée le mardi 31 octobre 2023. Y a-t-il des observations ? Je n'en vois pas. Je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Il est adopté. Je vous remercie. Nous aurons un vote global d'approbation qui portera sur 3 délibérations. Collège public parisien, il y a eu un petit crédit pour la carte ascenseur du collège Jacques Prévert. Une délibération portant sur la diversification des usages des bâtiments publics. On aura l'occasion de revenir dessus sans doute dans les prochaines séances, parce que c'est une délibération complexe qui nous a été envoyée tardivement. Et puis on adopte la subvention pour les 2 associations ABC Puriculture et Stop VO pour des actions de prévention et de soutien à la parentalité. Je vous propose donc de démarrer effectivement nos travaux et je me donne la parole à moi-même, puisque je vais rapporter sur le budget 2024. Alors, mes chers collègues, c'est pas un budget. Nous ne sommes pas une commune de plein exercice. Nous votons un état spécial. Et cet état spécial qui procède, comme beaucoup de choses, des crédits que nous délègue la mairie de Paris pour la gestion principalement des équipements publics sur notre territoire, c'est-à-dire principalement des crèches dont la délégation est assurée par Madame Hervieux. Donc je vais parler sous le contrôle de Madame Hervieux. Et les crédits qui sont donc délégués serviront effectivement principalement à l'acquisition des denrées, à l'acquisition des différentes prestations, à la réalisation des différentes prestations dont ces équipements bénéficient. C'est également les fournitures pour les écoles du premier degré, école maternelle et école élémentaire. Ça, c'est la dotation de gestion locale. Elle est en augmentation de 12%. Pourquoi elle est en augmentation de 12% ? Parce que malheureusement, nous avons à subir une assez forte inflation, notamment en matière de denrées, en matière de prestations diverses. Et puis, donc ça, c'est l'essentiel du budget. Vous voyez, sur un état spécial de 3 283 723 €, la dotation de gestion locale est de 2 830 052 €. Il s'y ajoute la dotation d'animation locale. Alors ça, malheureusement, on nous demande de faire un petit effort. Elle est en diminution de un peu plus de 5%. C'est 262 000 € sur lequel peuvent s'imputer un certain nombre de dépenses comme les fêtes, cérémonies, les cadeaux de Nouvel An. Et puis, destinée au personnel, bien évidemment. Et puis ensuite, la dotation d'investissement qui sera, elle, en augmentation de 9,5%. Elle passera de 175 000 € à 191 000. Le total, c'est donc un total de 3 283 723 € qu'on nous propose d'adopter pour le 6e arrondissement. La dotation précédente était de 2 978 297, soit une augmentation légèrement supérieure à 10%, qui est de 10,3%. Voilà, mes chers collègues, je vous propose d'adopter en vous proposant de voter favorablement
bien évidemment, sauf s'il y a des demandes de prise de parole. Je ne vois pas de main se lever, donc je vous propose d'adopter cet état spécial au titre de l'année 2024. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie d'avoir voté, ce qui nous permettra de faire fonctionner principalement les équipements crèches et écoles situés sur le territoire du 6e arrondissement. Je donne maintenant la parole à Olivier Passlec pour rapporter sur la DAC 299. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit d'accorder une petite subvention complémentaire à quelques sociétés historiques, dont celle du 6e arrondissement. Donc 500 €, c'est très modeste, mais je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée pour faire le point sur la situation de la société dont vous avez parlé, Monsieur le maire, lors d'un précédent, d'ailleurs malheureusement je n'étais pas là pour des raisons de santé, conseil d'arrondissement. Comme vous le savez, cette société a fait l'objet d'un certain nombre de dysfonctionnements, provoquant de la part d'un de ses administrateurs un comportement assez agressif, allant jusqu'à distribuer, peut-être qu'on vous l'avait dit, des tracts mettant en cause la gestion du président et du bureau, notamment lors du forum des associations. Et cet administrateur nous envoyait, au maire et à moi-même, des mails pratiquement mensuels pour se plaindre sur le non-respect par le président des statuts, sur certaines manœuvres concernant l'élection des membres du bureau de cette association. Et donc, avec le maire, et avec bien sûr sur mon conseil, a saisi l'inspection générale de la ville, et je voulais donc vous faire part de la réponse du directeur général. Il a donc décidé qu'il a sollicité la directrice des affaires culturelles afin que ses services puissent effectuer. Quand en effet, vous allez voir que notre dossier, là, la délibération, concerne les associations historiques dans le cadre de conventions pluriannuelles d'objectifs. Et alors donc, le directeur de l'inspection générale nous dit qu'il a sollicité la directrice des affaires culturelles afin que ses services puissent effectuer les contrôles prévus au titre de la convention pluriannuelle d'objectifs, signée avec la ville et rencontrer son dirigeant, c'est-à-dire le président. Et il nous signale que si vraiment la personne qui met en cause la gestion du président et du bureau se poursuit, il lui appartient de saisir le tribunal judiciaire de ce qu'il peut considérer comme n'étant pas conforme à la loi. Mais je pense que cet administrateur, maintenant, a compris que nous avions pris très au sérieux ces allégations et qu'un contrôle donc sera effectué par la mairie de Paris, ce que nous trouvons effectivement fort utile. Voilà, je vous remercie. Donc je vous demande néanmoins de voter favorablement cette petite subvention, car ce n'est pas le dirigeant qui est en cause, mais l'institution elle-même. Merci, mon cher collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, mais ça nous permet effectivement de... Quand on a des difficultés, la direction de l'inspection générale est à notre disposition pour effectivement nous conseiller. Si elle le souhaite, elle peut ensuite demander une inspection. C'est ce qui s'était passé au cours des dernières années sur, je ne me rappelle plus quel... L'OMS et puis la fameuse foire Saint-Germain. Ouais. Très bien. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Je redonne la parole à notre collègue Olivier Passlec qui va rapporter sur la DAC 455. Merci, Monsieur le maire. Donc, compte tenu de notre ordre du jour, très chargé, je vais essayer d'être bref. Néanmoins, je voudrais vraiment, une fois encore, insister sur le problème que nous pose la MP2A. Il se trouve là, justement, qu'il s'agit uniquement d'une convention d'occupation du domaine concernant précisément les 5 lieux, les 5 locaux qui sont occupés par la MP2A. Parmi ces locaux, je vous le rappelle rapidement, donc les Halles, ici, Saint-Germain, l'auditorium de Saint-Germain, la MP2A Breguet dans le 11e, Brousset dans le 14e et Saint-Blaise dans le 20e.
Alors, je veux tout de même me permettre de vous rappeler qu'en réalité, la MP2A, pour des raisons historiques que je rappellerai très brièvement, occupe en fait l'auditorium du Conservatoire Jean-Philippe Rameau. C'est l'auditorium du Conservatoire qui a été, pour des raisons assez troubles, détaché par la présidente du Conservatoire de l'époque, ce qui était sous la forme associative, c'est l'association de loi 1901, ce conservatoire qui était installé ici même, dans le au quatrième étage, qui a été occupé, les locaux qui lui ont été attribués au marché Saint-Germain. Elle n'a pas trouvé mieux, pour des raisons mercantiles, de séparer cet auditorium, qui était celui du conservatoire, pour en faire une sorte de salle qu'elle a donc louée avec l'appât du gain qui la caractérisait. Je ne citerai pas son nom pour éviter tout de même qu'on soit porté atteinte à sa mémoire parce que cette personne est décédée, mais enfin voilà ce qui s'est passé. Et après, par une série d'enchaînements, bien sûr, au bout d'un an, cette fameuse présidente a mis cet auditorium, cette salle en faillite. Et Jean-Jacques Ayagon, qui était donc le directeur des affaires culturelles de l'époque, est venu voir le maire de l'époque, qui était François Collet, pour lui dire qu'il fallait arrêter les frais. Et alors là, la décision qui a été prise, malheureusement, n'était pas la bonne. Parce que la bonne solution, c'était de dire, on réintègre l'auditorium au conservatoire. Et là, ça a été fatal. Et donc ça, effectivement, ça date de Jean-Jacques Ayagon. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre cet auditorium en délégation de service public. Et alors, à partir de là, je vous passe les détails, mais ça n'a été que de mal en pis, jusqu'au moment où Christophe Girard a vu l'opportunité, malin comme il est, de reprendre l'auditorium pour y installer le premier local de la MP2A, où il y avait à la fois l'auditorium et les salles autour. Mais pour terminer, pour essayer de vous convaincre, nous avons expliqué tout ceci avec le maire Aurélie Filippiti lorsque nous l'avons vu. J'ai revu pour ma part le nouveau sous-directeur qui s'occupe de tout cela, des conservatoires, M. Moriette, et on l'a expliqué. Ils en sont conscients, Mme Filippetti est consciente de ce problème, que notre conservatoire est privé de son auditorium, ce qui est tout de même extrêmement gênant, vous le savez, pour faire toutes leurs animations. Et donc, à partir de là, le problème se pose, évidemment, à mon avis, à notre avis, si c'était possible, de trouver un autre emplacement que la mairie de Paris pourrait accorder à la MP2A, dans un autre arrondissement, et que nous récupérions enfin l'auditorium pour le conservatoire. Voilà, alors pour cette raison-là, bien évidemment, moi je ne peux pas voter cette délibération, et j'espère que vous comprendrez mes arguments. Je vous remercie. J'ai été convaincu, monsieur le maire adjoint. Mais bon, après, la dernier mot appartient au Conseil de Paris, donc je ne suis pas sûr que nous arrivions à convaincre, mais bon. Pas grave. Mais bis repetita, ça permet effectivement de rappeler un certain nombre de choses. Je vous propose, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Si on n'a pas, nous allons voter. Donc, qui ne prend pas part au vote? Madame Hervieux? Oui, bien sûr, absolument. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Alors, la délibération n'est pas adoptée, mais je le rassure, pour ceux qui ne connaîtraient pas le statut de Paris, elle sera sans doute adoptée au Conseil de Paris. Donc, on peut se faire des petits plaisirs au Conseil d'arrondissement. D'ailleurs, quels que soient les votes, c'est bien connu. Nous poursuivons nos travaux et je vais donner la parole à la première adjointe qui va rapporter. Maintenant, on a une série de 4 subventions dédiées à des illuminations et je sais que beaucoup d'entre vous y ont travaillé au cours des derniers mois. Pour un résultat d'ailleurs qui est assez réussi. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Oui, ces différentes délibérations vont nous permettre à chaque fois, ou peut-être une fois, pour toutes les associations de commerçants, de saluer justement ces associations de commerçants qui permettent ces illuminations, puisqu'on le sait, la mairie de Paris les accompagne à hauteur de 25% de ce qu'elle consacre pour ces illuminations. Donc voilà, c'est une occasion de saluer ces commerçants. C'est pas une chose facile que d'aller de porte en porte pour solliciter les différents commerçants qui ont peut-être pas fait les chiffres qu'ils avaient espéré de participer à ces illuminations. Pour ce qui concerne cette délibération, il s'agit du comité Saint-Germain-des-Prés.
dit Saint-Germain-des-Prés d'hier et d'aujourd'hui, et de demain d'ailleurs, pour les illuminations de fêtes de fin d'année. Alors, ces illuminations reviennent donc tous les ans. C'est la période de Noël auquel nous votons ces subventions. On indique bien que c'est grâce aux artisans, commerçants qui se mobilisent, que c'est fait pour les différents quartiers prévoir une animation avec des moments conviviaux, sachant que toutes ces guirlandes lumineuses sont conformes à ce qui a été souhaité, c'est-à-dire un plan de sobriété énergétique qui a été adopté en décembre 2022, donc elles sont économes en énergie. Voilà, donc il est proposé d'attribuer une subvention de 12 800 € au comité Saint-Germain-des-Prés qui va donc illuminer non seulement le boulevard Saint-Germain, mais la place Saint-Germain-des-Prés, une partie des rues de Rennes, Guisard des Princesses, pendant toutes ces fêtes de fin d'année. Donc, je vous propose d'autoriser la maire de Paris à signer cette convention. Merci, monsieur le maire. Madame, ma chère collègue, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, Moi, je m'abstiens. Je m'abstiens pour la raison suivante, c'est que les comptes sont d'une opacité telle que je ne peux pas voter favorablement pour le comité Saint-Germain. Bien, c'est un élément d'inquiétude, mais je vous propose, enfin, néanmoins, je pense qu'il faut quand même la voter, mais vous abstenez, mon cher collègue. Oui, oui, et on sera attentif, on fera les en quelque sorte les remarques aux responsables de cette association, car il faut effectivement que les comptes soient bien tenus. Donc, alors, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Olivier Passelet. Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération est adoptée à la majorité. Nous continuons sur les illuminations et je vais donner la parole à Florence Devara maintenant. Pour la DE Merci, 213. Monsieur le maire. Oui. Chers collègues, donc, je ne vais pas redire tout ce que vient de dire Chantal Lambert-Burins. Je vous invite donc à voter une subvention de 4 700 € pour la jeune association des commerçants des rues Vavin et Bréa, qui, pour la deuxième année consécutive, a organisé les illuminations des fêtes de fin d'année pour ce quartier. J'en profite pour les remercier vivement pour tout ce qu'ils font depuis quelque temps dans ce quartier. Donc, je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Donc, nous votons pour Bréa-Vavin. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Pour le quartier Odéon, je propose que Claude Ribes rapporte sous le contrôle de Monsieur Comet. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, comme il a été dit précédemment pour les autres associations de commerçants, c'est toujours une joie de voir ces illuminations, même si effectivement il y a eu des demandes de restriction du fait du plan énergétique. Donc j'ai cru comprendre que les illuminations cesseraient au plus tard à minuit. En tout cas, en ce qui concerne bien évidemment les commerçants du quartier Odéon, on ne peut que se féliciter de cette initiative, une fois de plus. Et donc, je propose de voter favorablement pour cette subvention assez modeste de 2 200 €, qui représente, je crois, 20% de leur budget. Donc, bon, voilà. On est très heureux de voir ces illuminations tous les ans, même si, effectivement, il faut économiser l'énergie. Très bien. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, donc je propose de voter effectivement en saluant l'action de la nouvelle association du quartier Odéon et en vous incitant d'ailleurs à aller voir les illuminations qui sont particulièrement réussies dans une rue qui a la dimension idoine, parfaite. En plus, elle est descendante. Un sapin a été implanté sur la place du théâtre. C'est parfait, c'est très très réussi. Et puis l'arbre également, qui était illuminé... l'arbre qui se trouve au carrefour de l'Odéon et qui est également une grande réussite. Donc, je vous propose de voter, mes chers collègues, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour.
La délibération est adoptée. Alors, j'ai le pied coincé par une... On peut faire quelque chose. Mais voilà, j'ai réussi à me décoincer. On appelle les pompiers. Non, c'est bon. On limite aux ascenseurs l'intervention des pompiers. Alors, nous continuons et nous allons donc maintenant nous intéresser à l'association Avenir Quartier Latin. Je redonne la parole à Chantal Lambert-Burins. Merci, Monsieur le maire. Donc, nous sommes déplacés à quelques mètres de l'Odéon, puisque nous sommes dans le quartier latin. Et il s'agit des illuminations de la rue de Bussy, mais pas que de la rue de Bussy, puisque ça englobe la rue de Bussy, la rue de l'Ancienne Comédie, une partie de la rue Saint-André-des-Arts et la rue de Seine de nouveau, dans sa partie entre la rue de Bussy et le marché et le boulevard Saint-Germain. Donc nous avons, avec Paul Maria, été présents au lancement de ces illuminations, très réussies, et je vous propose de voter une subvention de 5 900 € pour cette association Avenir Quartier Latin, située 12 rue de Bussy. Voilà, monsieur le maire. Chers collègues. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de voter. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, même vote. Oui. Voilà, même vote. Je vous remercie. Alors, je dois vous signaler, mais vous l'aviez sans doute remarqué, qu'on n'a pas d'illumination finalement sur Saint-Placide cette année, car malheureusement, effectivement, il n'y a pas eu un enthousiasme modéré des commerçants de Saint-Placide. C'est ce que je disais à certaines personnes. Au bout d'un certain temps, l'ardeur s'émousse. L'ardeur s'émousse. On avait des illuminations au Saint-Placide depuis une vingtaine d'années. Il y a un moment où les commerçants sont moins allants. On avait un animateur qui était particulièrement dynamique, qui gérait le petit magasin de linge de maison Blancorama, qui a pris sa retraite. Bref, c'est du temps, souvent. C'est du temps d'aller passer d'une boutique à une autre, de demander une participation aux commerçants. Certains vous la donnent bien volontiers, d'autres hésitent. Les troisièmes disent pourquoi vous donnez puisque ça va être réalisé. On avait eu ce type de réflexion rue de Rennes il y a quelques années. Bon, bref, c'est quelquefois difficile. Alors, on va voir. Donc, la délibération a été rapportée puisqu'elle a trait à la campagne d'élimination. À partir du moment où on sait que les éliminations n'ont pas lieu, il est normal que l'association ne soit pas subventionnée. Mais ils vont essayer néanmoins de refaire un certain nombre de choses. D'ailleurs, j'observe qu'il y a maintenant ils sont à l'origine des brocantes maintenant qui ont lieu pas très souvent, parce qu'il ne faut pas que ça ait lieu trop souvent, mais sur le terre-plein central du boulevard Raspail, c'est-à-dire sur le terre-plein marché, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, c'est moins gênant. Le samedi, ce qui permet à l'association qui organise cette brocante d'avoir des ressources financières qui lui permettront ensuite de relancer la campagne d'illumination. Nous avons voté, oui. Donc, nous poursuivons nos travaux et nous passons à la restauration scolaire. Je donne la parole à Madame Arielle Bocan. Oui, monsieur le maire, chers collègues, cette délibération repose sur des subventions aux caisses des écoles pour la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire pour 2024 et d'un avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs et de financement. 2024 continue à être impacté par les années difficiles de 2022 et 2023 et les caisses des écoles enregistrent une baisse du nombre de rationnaires et par conséquent une baisse des participations des familles. Le montant des subventions doivent connaître une progression et pour le 6e arrondissement, il s'agit de la somme de 972 000 €. Pour la convention, l'avenant porte sur l'évolution des objectifs arrêtés, la sécurité, la qualité, la durabilité alimentaire, la suppression de l'usage du plastique, la lutte contre le gaspillage, la gestion des biodéchets, etc. Je vous remercie d'approuver cette délibération autorisant la signature de l'avenant et la subvention versée à la Caisse des écoles de la mairie du 6e arrondissement. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Bon, c'est bien sûr une subvention très très importante puisqu'elle s'ajoute à la participation des familles pour faire fonctionner effectivement la Caisse des écoles qui a conservé son indépendance mais qui doit effectivement continuer surtout à servir des repas. Elle le fait d'ailleurs dans des conditions assez optimales et avec d'ailleurs un nombre de réfectoires réduit,
ce qui permet d'ailleurs une pleine attention à la qualité des repas, mais il faut évidemment rester très attentif, puisque je vous rappelle que c'est une responsabilité forte pour la Caisse des écoles, pour les membres de son comité de gestion et pour le président de la Caisse des écoles. Donc nous restons très très attentifs à la qualité des repas servis par les personnels, ainsi d'ailleurs qu'au bien-être de nos personnels, car ce sont des gens qui sont très fidèles, mais qu'il faut savoir effectivement conserver. Ce sont des métiers difficiles, surtout par ces temps, les temps que nous connaissons, quand il fait froid, nuit. Ils n'habitent pas Paris, mais on a une très grande, pour le moment, et je m'en félicite, une très grande fidélité de nos personnels. Et nous aurons l'occasion d'ailleurs bientôt d'adopter lors du prochain comité de gestion des mesures allant dans le bon sens, notamment allant vers une revalorisation de leur salaire bien justifiée en cette période de forte inflation. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à notre collègue Iris Berthemier qui va rapporter sur la délibération dénommée DFPE 165. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc je vous présente la délibération suivante. Il s'agit d'une subvention de 80 000 € qui qui serait versée à 13 associations dans le cadre de conventions pour 16 actions d'accompagnement de parents d'adolescents. Donc il s'agit d'un accompagnement à la parentalité dans l'âge qui peut être difficile de l'adolescence, en particulier quand il y a des problématiques tout à fait particulières, notamment de familles monoparentales ou autres, que je vais vous détailler ensuite. Donc tout ça s'inscrit dans le cadre d'une étude qui a été menée en 2021 auprès de 3000 parents par l'atelier parisien d'urbanisme. Et donc les conclusions de cette étude, enfin les pistes qui en sont ressorties, indiquaient que il y a des sujets de préoccupation qui sont majeurs chez les parents, en particulier le suivi de la scolarité, bon, ça n'étonnera personne, et la qualité de la communication parents-enfants. Et c'est là-dessus que s'inscrit les actions de ces associations. Donc avec un accent sur les familles monoparentales, les familles avec des enfants plus âgés, donc les adolescents, et un accent sur les familles plus modestes. Donc tout ceci a mené à un appel à projet qui s'est clôturé cet été, au mois de juillet, le 28 juillet. Et cet appel à projet s'intitulait « Accompagnement des parents d'adolescents sur l'ensemble du territoire parisien ». Il y a donc, je vous disais, 13 associations retenues. Il n'y en a que 4 qui nous concernent vraiment, puisque parmi ces associations, 9 se concentrent sur des arrondissements spécifiques que sont le 10e, le 11e, le 13e, le 15e, le 16e, le 17e, le 18e et le 20e. Donc je passe sur ces associations-là. Je vous détaille rapidement celles qui sont susceptibles de concerner le 6e arrondissement. Donc 4 associations, 6 actions dans tout Paris. La première, donc, c'est l'association Enfine. Ça concerne les parents d'adolescents en prise avec des troubles alimentaires. Donc c'est tout à fait particulier et seront mis en place des groupes... non, pardon, c'est pas des groupes de parole, c'est une ligne d'écoute. Donc c'est une ligne téléphonique d'écoute certains soirs de la semaine. Voilà, ça c'est pour un montant de 2 000 €. Ensuite, on a la Ligue française pour la santé mentale pour son action Parole d'hommes, groupe de pères concernés par la séparation et la rupture des relations parents-adolescents. Donc encore un cas un peu spécifique de pères qui sont en rupture avec leurs enfants adolescents ou leurs enfants adolescents. Il s'agit de médiation familiale, d'échanges entre ces pères qui sont concernés par ces mêmes problématiques. Un public de 6 pères est visé à chaque fois et donc c'est une subvention de 7 000 € au total. Une autre association qui s'appelle COCA, QUO2KA, c'est plus facile d'être parent d'ados. Voilà.
Donc 3 actions qui sont relativement similaires. Donc ce sont des ateliers entre parents et enfants, adolescents, et donc chacun doit se mettre dans la place de l'autre pour essayer de mieux communiquer et se faire entendre son point de vue. Voilà. Donc à chaque fois, c'est une quinzaine de familles qui seront concernées pour un montant total de 10 562 €. Et le dernier, c'est l'association La Maison des Adolescents pour un groupe d'entraide pour les parents d'adolescents. Donc il y aura des conférences annuelles organisées à la Maison des Adolescents et l'animation d'un groupe de parole. Et le montant est 7 616 €. Voilà, chers collègues, je vous invite à voter cette subvention d'un montant total de 80 000 € et à autoriser la maire de Paris à signer les conventions. Merci de votre attention. Mes chers collègues, y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce mémoire qui s'appelle effectivement « Accompagner les parents d'adolescents ». C'est une bonne chose. Et chacun se rend compte que dans notre société assez fracturée, l'accompagnement des adolescents constitue un problème assez important, pour ne pas dire majeur. Donc, pas de prise de parole. Je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. C'est adopté et je vous en remercie. Nous poursuivons nos travaux et je vais donner la parole à Chantal Lambert-Burras qui va rapporter sur le règlement de fonctionnement des établissements d'accueil de la petite enfance dont on nous propose d'adopter une nouvelle version. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, la précédente version datait de 2013 et la direction de la famille et de la petite enfance a proposé aux élus en charge de la petite enfance et des maires un nouveau règlement il y a environ un an sur lequel il y a eu des réunions de travail. Donc je voulais saluer tout particulièrement deux de mes collègues, l'élu de Aline Bessis du 17e et Sandra Ball du 16e, qui se sont attelés à ce règlement pour l'amender en fonction des différentes catégories de familles qui habitaient ces différents arrondissements et de la nécessité de lâcher un tout petit peu de lest de façon à ce que les différents maires puissent mieux faire fonctionner ou mieux écrire leur règlement. Donc je voulais remercier Patrick Bloch, Céline Hervieux, conseillère déléguée à la petite enfance, Xavier Guillaume et ses services, parce que non seulement ils nous ont entendus, mais ils nous ont écoutés, ce qui a permis d'arriver à un règlement aujourd'hui, qui est un règlement qui est très complet, j'allais dire presque trop complet, puisque dans ce règlement de fonctionnement, il y a également la démarche de demande de place en crèche, puis ensuite, une fois le règlement jusqu'à 3 ans dans les crèches, mais il est complet. Donc, je vous propose de le voter. Je voulais juste dire que la ville de Paris et la direction famille et petite enfance avaient permis aux différentes municipalités d'adapter quelques j'allais pas dire chapitres, mais quelques articles pour mieux les adapter au fonctionnement de la population de leur arrondissement. C'est la raison pour laquelle je propose que l'on vote ce règlement, mais que ce qui était laissé à la main du maire d'arrondissement soit pris en compte dans le 6e, dans la mesure où dans le règlement il est proposé qu'on ait un peu des demandes à la carte dans les crèches. Or dans le 6e arrondissement il y a des haltes-garderies, deux haltes-garderies, il y a des multi-accueils associatifs et municipaux qui permettent d'avoir des temps comme le souhaitent les familles, c'est-à-dire 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours ou des demi-journées. Et donc, nous souhaitons que ça ne soit pas le cas pour les crèches qui aujourd'hui font du plein temps. Pour la raison suivante, c'est qu'il y a une solution alternative dans d'autres crèches si les familles le souhaitent. Et deuxièmement, aujourd'hui, dans les crèches, la vie est difficile. Je ne connais pas de familles qui ne veulent pas l'entrer en crèche, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent dans les crèches et qui ne souhaitent plus y rester dans Paris. Donc, de grâce, ne chargeons pas trop la barque de ces personnels de crèche et laissons-leur effectivement
s'occuper des enfants pendant 5 jours et non pas gérer 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, etc., ce qui compliquerait la situation. Voilà, donc je souhaitais que ça soit voté sauf cette mesure. Et deuxièmement, nous avons eu l'occasion d'en parler. Nous sommes effectivement très favorables à ce que les parents puissent mieux savoir ce qui se passe dans les crèches. Il y a un conseil d'établissement, il y en aura un autre l'année prochaine puisque la crèche lettrée est d'accord pour le faire. Je propose que pour l'instant on laisse de côté les conseils de parents, toujours pour les mêmes raisons. J'avais eu l'occasion d'en parler lors d'un précédent conseil d'arrondissement, étant donné que c'est toujours aussi charger la barque des directrices de crèche et du personnel et que pour nous ça paraît un peu lourd dans ces temps difficiles. Ensuite, il sera toujours temps de créer des conseils de parents si nous en avons la possibilité. Voilà ce que je vous proposais, de voter le règlement avec ces nuances-là. Merci. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Monsieur le maire, pour préciser ce que disait ma collègue, l'idée n'était pas de faire de l'accueil ponctuel en fait, à la carte, comme vous dites, c'est pas vraiment comme ça que c'est formulé. Ce qui avait été proposé par la DFPE, c'est d'envisager quand il y a des demandes d'accueil en crèche qui sont inférieures à 2 jours par semaine, que ça puisse se faire au fil de l'eau sans passer par la commission. Donc après, effectivement, il y a un certain nombre d'arrondissements qui n'ont pas souhaité donner suite à cette proposition. Donc comme vous l'avez très bien dit, ma chère collègue, chaque règlement de fonctionnement s'adaptera aussi en fonction des réalités de son territoire. Et en l'occurrence, il est vrai qu'en fait, les demandes de temps partiel, et on le voit bien avec la situation des haltes-garderies, malheureusement dans notre territoire aussi dans le 6e, qu'il y a assez peu de demandes en réalité et que la majorité des demandes concernent des accueils sur du temps plein et que donc cette question de l'accueil ponctuel 2 jours par semaine qui pouvait correspondre à certaines familles. L'idée était de fluidifier et de faciliter l'accueil de ces enfants sans passer par les commissions. Mais en l'occurrence, voilà, chaque arrondissement adapte aussi en fonction des demandes de son territoire. Ça nous va très bien. Moi, je suis tout à fait pour l'adaptabilité à chacun des territoires. Donc, je vous propose de voter favorablement. Donc, on vote favorablement. Je vous remercie. Le règlement est adopté. Et il repassera bien sûr au Conseil de Paris. Alors, je vais maintenant donner la parole à notre collègue Claude Ribes, en charge des relations avec les universités, qui va rapporter sur le DLH 335. Alors maintenant, je donne les sigles barbares pour que vous puissiez éventuellement rappeler l'objet de la délibération. C'est comme ça où j'avais tendance quelquefois à la citer, ce qui coupait un peu la chic à l'orateur. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, je dois rapporter sur un projet de résidence étudiante qui s'inscrit dans un projet plus vaste de rénovation des locaux historiques de l'école des hautes études en sciences sociales, au 105 boulevard Raspail, tout près de la Maison des Cultures du Monde. Il s'agit de réaliser 48 logements dans le cadre d'un plan beaucoup plus vaste de rénovation qui seront affectés à des étudiants. Ces logements, pour les 3/4 d'entre eux, seront réservés aux étudiants les plus modestes. C'est la majorité de ce plan. Et puis bon, il y a 12 logements qui seront réservés à des étudiants qui sont un peu plus aisés, mais enfin qui ne peuvent pas accéder au marché privé. Donc c'est un projet qui est parfaitement légitime. Il faut rappeler, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler au cours de cette séance, que la situation des étudiants qui n'ont pas la chance d'être aidés par leurs parents, qui sont un peu livrés à eux-mêmes, est très préoccupante. Donc je pense qu'il faut voter des 2 mains ce projet. Alors c'est une subvention qui est destinée à la RIVP, puisque c'est une filiale de la RIVP qui va gérer
ce petit parc de logements. Évidemment, c'est 48 logements, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça, et on peut que se réjouir dans ce 6e arrondissement où la vie estudiantine est extrêmement importante, de voir ce projet aboutir. Donc je vous propose de voter favorablement pour cette subvention de 960 000 € destinée à la RIVP pour ce programme de résidence étudiante. Je donne bien volontiers la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Donc si j'ai bien compris, cette réalisation de logement concerne le 105 boulevard Raspail. Par contre, il y a une autre adresse qui appartient aussi à l'EHESS, qui est en face, qui doit être de mémoire le 96 ou 94, dont les bâtiments sont en ruine, ou au moins les façades sont tendues par des filets. Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour ces bâtiments-là particulièrement ? Oui, là, on déborde un peu, mais je vais vous répondre. Ça aurait pu être une question diverse, mais vous avez raison de la poser à cette occasion. Il y a là aussi un programme de création de logements étudiants sur la totalité de la surface du 96. Alors, en réalité, c'était pas le HESS de mémoire, c'était Paris-Sorbonne Université. C'était pas l'ex-Paris 6. Et là, pour être très précis, sur le 105 boulevard Raspail, vous allez avoir un groupe privé que connaît bien la mairie de Paris, qui s'appelle le groupe GDG Gaston Dreyfus Immobilier, qui a réalisé l'opération de la rue de Fleurus, d'ailleurs, sur l'ancien bâtiment de l'Alliance de France, l'Alliance française régionale Île-de-France, où il a réimplanté Sudria, c'est-à-dire presque à l'angle du boulevard Raspail. Il va donc faire une nouvelle opération d'implantation d'un établissement supérieur privé dont je n'ai pas l'intitulé, mais c'est sans doute, c'est une très bonne chose. Et sur une partie des bâtiments, mais pas sur le bâtiment principal, il y a un deuxième petit bâtiment que vous voyez du boulevard, quand vous êtes sur le boulevard Raspail. C'est pas le bâtiment historique de la HESS, c'est un second bâtiment qui est un peu plus petit. Il livre là une résidence. Il transforme ce bâtiment en 45 logements étudiants qui seront gérés effectivement par la RIVP ou par une filiale, ce qui m'amènera d'ailleurs à ne pas prendre part au vote étant administrateur de la RIVP. Mais sur le 94, c'est aussi prévu. Simplement, à chaque fois, il faut obtenir, comme ce sont des bâtiments universitaires, il faut obtenir le vote de déclassement par l'université, d'abandon par l'université de la vocation universitaire, et ensuite, bien évidemment, l'élaboration d'un programme. Là, ça peut aller beaucoup plus vite sur le 105 boulevard Raspail. Pourquoi ? Parce qu'on a un opérateur privé. On a un opérateur privé, un groupe privé, qui va encore une fois livrer un établissement d'enseignement supérieur privé, mais en parallèle, donner un peu une sorte de dation à la RIVP qui livrera cet ensemble de logements locatifs. Donc c'est une opération qui va sortir beaucoup plus rapidement. Je crois que l'échéance, le prévisionnel, c'est septembre 2025, ce qui est excessivement rapide. Alors que pour le 94 boulevard Raspail, ça sera sans doute plus long. J'espère que pour les bâtiments que nous avons rue Jacob, sur lesquels nous avons également délibéré, qui sont également une résidence étudiante, on ira vite, parce que là, c'est ensablé depuis des années. Mais là, on devrait avoir une satisfaction. Donc, je vous propose de voter. Alors, qui ne prend pas part au vote ? Voilà. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Une abstention ? Alors, un NPPV, JP Lecoq, une abstention, Charles Flaubert, un vote contre, il n'y en a pas, et le reste en vote pour. Donc, adopté à la majorité. Mes chers collègues, je vais vous dire quelques mots de la DLH 426, c'est-à-dire l'octroi d'une subvention complémentaire sur le programme dont nous avons parlé à plusieurs reprises dans différents domaines du 110 rue de Vaugirard, l'ancien monastère de la Visitation, où nous avions déjà délibéré en 2018 pour la création de 3 résidences d'habitat partagé qui seraient gérées respectivement par les associations Simon de Sirène pour l'habitat partagé avec des personnes atteintes de handicap moteur important, l'association pour l'amitié
là où c'est l'habitat partagé avec des personnes qui ont été à la rue, qui l'ont quitté et qui sont en voie de réinsertion sociale. Enfin, l'association Marthe et Marie pour des mamans avec ou sans enfants ayant connu des grossesses difficiles ou rencontrant des problèmes psychologiques liés à leur situation. Alors l'opération qui s'insère dans le site de l'ancien monastère se traduira par la réhabilitation lourde d'un certain nombre de bâtiments historiques et la construction de 2 bâtiments, l'un sur la rue de Vaugirard et l'autre sur la rue du Cherche-Midi. La subvention municipale que nous avions accordée en 2018, que la ville de Paris avait accordée en 2018, s'élevait à un peu plus d'1 100 000 euros. Le permis de construire délivré le 17 septembre 2019 a fait l'objet de recours contentieux qui se sont été soldés en avril 2022 par une décision du tribunal administratif de Paris qui a débouté les requérants. Et c'est même monté en Conseil d'État. Le Conseil d'État a statué définitivement en 2023. Mais entre-temps, le prix de revient de l'opération a largement progressé sous l'effet des facteurs que vous pouvez imaginer, opération de désamiantage, augmentation générale du coût de construction, etc., etc. Donc l'opération est passée, et c'est l'opération subventionnable, parce que, en réalité, c'est une opération dont on m'a dit qu'elle devait coûter 40 millions d'euros au total. Elle est passée à 60 millions. Et l'opération subventionnable par la mairie de Paris, elle est passée de 13,7 millions à 20,6 millions, ce qui se traduit par une augmentation de la subvention de la mairie de Paris qui a bien voulu apporter son concours à cette opération et elle passerait donc à, si vous voulez, à 3 500 000 euros, se répartissant entre 2 300 000 euros pour le logement foyer géré par Simon de Sirène, 800 000 euros pour l'association pour l'amitié. Je vous ai décrit les publics respectifs qui font l'objet de l'action de ces associations, et 400 000 euros pour le centre d'hébergement géré par l'association Marthe et Marie. On peut espérer que l'opération démarre à la fin de l'année. Il y a eu des purges qui ont déjà été faites sur un certain nombre de bâtiments, et l'architecte de l'opération, c'est Monsieur Dutilleul. Quand ça sera prêt de démarrer, je ferai en sorte qu'il y ait une réunion publique de présentation destinée aux riverains et qui se déroulera et qui sera sans doute menée par l'architecte Jean-Marie Dutilleul, qui est le même architecte que celui qui s'occupe de la rénovation intérieure de Notre-Dame de Paris, et par l'opérateur, qui sera choisi, puisque c'est forcément un chantier qui aura une durée assez longue, 2 ans et demi, mais qui a un enjeu, au-delà de l'objet social et de l'enjeu social dont nous parlons ce soir, un enjeu environnementalement fort, puisque le jardin de 4000 m² rénové, puisqu'on s'est aperçu entre-temps que la terre était notamment pleine de plomb et de métaux, ce qui est sans doute une situation qui datait du début du XXe siècle, fera l'objet également de plantation de nouveaux arbres, beaucoup d'arbres actuels étant en très mauvais état, mais ce jardin pouvant ensuite, ça sera à négocier, il y a eu des contacts de prix, pourront faire l'objet d'une convention avec la ville de Paris, ce qui permettra son entretien et surtout son ouverture au public selon des modalités à déterminer. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Alors, j'ai rajouté des éléments d'information sur la base des informations que j'ai glanées au cours des dernières semaines. Donc, je vous propose de voter cette subvention en vous donnant, bien évidemment, la parole, si vous le désirez. Je la donne à Madame Antoinette Kiss. Monsieur le maire, je vous remercie. Donc moi, je voterai contre cette subvention pour réaffirmer mon opposition à ce projet dans son ensemble, à la fois pour des éléments patrimoniaux, parce qu'il implique de détruire des petites chapelles historiques et des éléments qui ont vraiment une valeur patrimoniale intéressante pour notre arrondissement, et également au niveau du jardin, ça implique de couper un nombre d'arbres assez conséquent, une 40aine. Donc pour cette raison, je réitère mon opposition à ce projet et je voterai contre. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue, vous avez une certaine cohérence. Je voulais simplement dire qu'il y a eu toujours un peu une polémique avec une association qui s'appelle Sites et Monuments, je crois, qui est présidée par un certain monsieur Julien Lacaze, qui, si vous voulez,
n'a pas réussi à faire classer certains éléments, dites d'une ancienne bergerie, qui concerne effectivement plutôt le fond de parcelle sur la rue du Cherche-Midi, qui donnerait sur la rue du Cherche-Midi. Mais si vous voulez, les différentes instances ont été saisies. Il y a eu des recours de fait, y compris par une ancienne ABF qui habite à proximité, elle qui donne plutôt sur la rue de Vaugirard, dont je tairai le nom par charité. Et ensuite, sur le jardin, je pense que le nombre de... Enfin, ce que vous avez cité me paraît excessif. Il y a en tout cas des arbres qui doivent être remplacés parce que effectivement ils sont dans un très mauvais état, mais globalement c'est un EVIP, c'est un espace vert intérieur protégé. 4000 m², c'est considérable, c'est considérable. Il doit être maintenu pour l'essentiel. Mais je note votre position que je respecte parfaitement. Et nous aurons l'occasion au cours des prochains mois d'en rediscuter, de redébattre, etc. et de voir effectivement comment cette opération est menée, parce que c'est une opération très importante par son ampleur, qui durera vraisemblablement au moins 2 ans et demi, importante pour le quartier, importante pour beaucoup de personnes, importante également pour les associations qui attendent effectivement la réalisation d'habitats partagés, qui ont un rôle social évident. Bref, en tout cas, je vous remercie de votre attention et j'invite néanmoins nos collègues à voter favorablement. Donc, je vous propose de voter. Alors, qui ne prend pas part au vote? Qui vote contre, Madame Kiss? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération est adoptée à la majorité. Nous poursuivons nos travaux et je vais donner la parole maintenant à Florence de Vara qui va rapporter sur la DSOL 159. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, alors cette délibération porte sur les 6 bagageries solidaires qui fonctionnent à Paris. Enfin, je crois que d'ailleurs, il y en a 10 en tout, mais enfin là, ça concerne 6 bagageries. Ce sont des lieux où des personnes sans domicile fixe, qui sont orientées par des associations intervenant dans le champ de la veille sociale, peuvent entreposer leurs affaires afin de faciliter leur vie quotidienne et de leur permettre de faire plus facilement leur parcours d'insertion. Alors, concernant le 6e, l'association est la Pause du 6e. Cette association a été créée en 2021. Pour le moment, le siège social se trouve au 21 boulevard du Montparnasse, mais la bagagerie n'est pas encore ouverte. Alors, différentes formalités sont en cours et des aménagements du local de la bagagerie qui a été acheté sont nécessaires pour la mise aux normes. L'ouverture était envisagée pour le premier semestre 2024, mais il semblerait que ça risque d'être un peu plus long que prévu pour différentes raisons. Il est donc proposé malgré tout de lui accorder une subvention d'un montant de 38 600 €. Et pour l'ensemble des 6 bagageries qui sont réparties sur Paris, le montant, lui, s'élève à 152 350 €. Je vous propose donc de voter favorablement cette délibération et nous espérons que cette bagagerie pourra ouvrir le plus vite possible. Voilà, je vous remercie. Ma chère collègue, je voulais signaler d'ailleurs que j'avais reçu aujourd'hui même un courriel de Monsieur Chabrier qui, comme beaucoup d'entre vous le savent, gère l'association La Pause du 6e arrondissement qui nous faisait effectivement, qui faisait le point sur l'acquisition du local, qui est bien engagée, qui est une acquisition bien sûr complexe parce qu'il faut effectivement l'intervention d'un certain nombre d'opérateurs, du notaire qui, en l'occurrence, qui semble avoir un peu tardé dans l'avancement. Et puis, il y aura sans doute un dernier vote de l'Assemblée générale de la copropriété. Je propose d'ailleurs de garder une certaine discrétion sur cette affaire, parce qu'on sait toujours que ce sont des équipements assez sensibles, donc il ne faut pas affoler les foules. Enfin, en l'occurrence, la foule là, est réduite à la copropriété, et puis ensuite, on verra comment les choses se passent. Il faudra ensuite accompagner au sein du secteur, effectivement, l'arrivée de cet équipement. Et bien sûr, l'implication de l'association sera bien sûr déterminante dans la gestion de cet équipement. Voilà, donc je vous propose de voter favorablement cette subvention.
Si vous en êtes d'accord et s'il n'y a pas de demande de prise de parole. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Nous poursuivons nos travaux et je vais rapporter rapidement sur le plan climat de Paris. Alors, normalement, j'avais prévu, nous avons Séverine de Comprégnac qui devait rapporter sur ce dossier, mais elle m'a prévenu effectivement qu'elle était retenue à l'Assemblée et nous avions convenu justement de rapporter ensemble sur ce document qui est volumineux puisqu'il concerne l'ensemble de la capitale. Il est volumineux. C'est un document que je qualifierais de complémentaire au plan bioclimatique puisqu'il réaffirme la volonté de la ville dans le contexte actuel, comme vous le connaissez, du réchauffement climatique, d'adopter un certain nombre d'engagements, puisque ce plan climat couvrirait la période 2024-2030. Vous voyez qu'on se projette dans l'avenir, même au-delà de cette mandature. C'est un plan intéressant, dans lequel on a d'ailleurs énormément, on trouve énormément de chapitres sur lesquels nous sommes intéressés au cours des dernières années. Ça va d'une alimentation plus durable, à un usage du plastique réduit. Ça passe par des prescriptions en matière architecturale, en matière des efforts en matière de réduction de l'usage d'énergie fossile, et pour cela la rénovation énergétique, puisque vous savez que le patrimoine parisien composé de très nombreux immeubles haussmanniens est souvent mal classé en vertu de la législation existante. Beaucoup d'appartements sont classés F ou E, et il faut quelquefois des travaux considérables menés plutôt à l'intérieur des appartements pour arriver à une nomenclature plus aisée, ce qui a des répercussions, ce qui peut avoir des répercussions très graves sur la location de ces appartements. Donc c'est un enjeu absolument considérable. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'après le succès de la première réunion dite Baudrier, qui s'était tenue au mois de février, au cours du premier trimestre 2023, nous tiendrons une nouvelle réunion avec l'agence de rénovation, l'agence parisienne du climat, et les principaux responsables de ces efforts de réduction énergétique, sans doute à la même époque, une réunion qui se tiendra sans doute selon le même format, dans cette salle ou dans la salle des fêtes, avec les représentants des différentes copropriétés. On va passer dans le dur, puisque dans un premier temps, la première réunion, beaucoup de copropriétés s'étaient intéressées et avaient posé des questions. Ensuite, bien sûr, entreprendre des travaux, ça veut dire avoir des décisions favorables des assemblées générales. Et c'est là où la difficulté commence, puisque au sein des copropriétés, vous pouvez avoir des copropriétaires qui ont les moyens, d'autres qui sont un peu plus désargentés. On a ensuite la possibilité de passer des emprunts, souscrire des emprunts globaux notamment au titre du Crédit foncier de France ou d'autres organismes, mais encore faut-il le faire et encore faut-il avoir une délibération allant dans ce sens. Donc ce plan climat revient sur tous ces éléments qui contribuent à l'évolution d'une ville. Le PLU y contribuera également s'il est adopté l'année prochaine. Et puis on nous a demandé, et je vous propose peut-être qu'on le fasse distribuer, qu'on vous le fasse suivre dans les prochains, à l'issue du Conseil. On nous a demandé effectivement pour chaque arrondissement d'adopter ou de spécifier un certain nombre de mesures particulières à l'arrondissement qui permettraient effectivement de contribuer à la réussite, à la mise en œuvre de ce plan climat. C'est ainsi que alors nous avons repris un certain nombre de choses qui sont que vous constaterez.
essayer de densifier la végétalisation de l'arrondissement, de créer des partenariats avec les acteurs privés de l'arrondissement pour ouvrir leurs espaces verts, vous voyez, développer les îlots de fraîcheur dans les écoles, ça passe effectivement par les cours oasis, déployer des points de collecte des déchets alimentaires sur l'espace public. On a commencé à le faire, il faudra contribuer avec notamment les Trilib, développer le recyclage et la valorisation des déchets. On peut le faire, y compris chez les particuliers, s'ils adoptent s'ils utilisent effectivement, aidez-moi, des composteurs ou effectivement de petites choses qui sont distribuées par la DPE à l'issue de réunions qui ont lieu en mairie avec un maître composteur. Et on essaiera de tenir une nouvelle réunion de ce type au cours du premier trimestre 2024. Accompagner les projets d'installation de panneaux photovoltaïques portés par des citoyens, ça c'est un peu plus difficile en ville. Préserver les espaces verts intérieurs des cours privés et des espaces privés. Développer une campagne d'information concernant l'usage de l'eau pour préserver la ressource, etc., etc. Vous voyez, développer les brochets de brumisateurs pour rafraîchir les habitants, etc., etc. Donc on a retenu tout ça, on retrouvera sans doute ça dans beaucoup de fiches d'arrondissement, et puis on a rajouté également une mesure phare à laquelle nous sommes forcément attachés, c'est-à-dire l'aménagement de la rue Littré en rue apaisée exemplaire pour la piétonisation et la végétalisation. On en a déjà parlé, on en reparlera au cours des prochains mois. Je pense que la fin des travaux des cours oasis devrait permettre un redémarrage des travaux de la rue Littré, vraisemblablement à l'automne 2024. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire sur le plan climat, qui, bien sûr, je vous incite à éventuellement à lire ou à relire. Pour ma part, je m'abstiendrai sur le plan climat, car il faut bien qu'on marque cette différence. C'est une abstention positive, mais c'est une abstention quand même, dans la mesure où c'est un plan qui a une ambition noble, mais dont les moyens, si vous voulez, restent à définir et restent à développer, et je pense en concertation avec les arrondissements. Je pense notamment à la politique de mobilité, qui est une politique qui n'est pas suffisamment partagée par l'adjoint compétent, dans le respect, tout ceci dans un contexte qui est un contexte flou. J'aimerais que, et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, qu'on adopte un plan de circulation au niveau de la capitale, ce qui nous permettra de faire partager davantage certaines mesures. Tout le monde a envie de respirer un air plus sain, mais il faut effectivement un peu de cohérence dans la politique qui est développée. Et puis, il y a aussi des choses qui ne sont pas suffisamment, je pense, présentes. Moi, vous savez que je suis très attentif aux nuisances sonores, et j'estime qu'au cours des dernières années, les nuisances sonores en sortie de crise sanitaire ont prodigieusement augmenté, et elles sont l'apanage de tous. C'est aussi bien les cortèges ministériels qui utilisent le boulevard de Montparnasse ou le boulevard Saint-Germain à grand renfort de sirènes, les voitures de police, les ambulances, les sapeurs-pompiers, mais bon, les malheureux en général, ils interviennent au domicile de personnes qui ont des difficultés. Bref, il y a une vraie, dans ce domaine particulier que je cite, il y a un vrai progrès à faire, car c'est maintenant documenté. Les nuisances sonores à répétition que subissent les Parisiennes et les Parisiens influent directement sur leur état de santé psychique et physique. Et je n'ai pas, dans ce domaine, à mon sens, je n'entends pas suffisamment de personnalités s'exprimer. J'aurai l'occasion de le redire au préfet de police, il faut qu'il rappelle à l'ordre un certain nombre de ses subordonnés en la matière et qu'il impose des règles de respect. Certes, on nous parle beaucoup du périphérique, et c'est vrai que les gens qui résident à proximité sont directement exposés à une nuisance sonore forte, ainsi qu'à une moindre qualité de l'air, mais au centre même de la capitale, dans un arrondissement comme le 6e, partagé, parcouru par de grandes artères haussmanniennes, nous avons sur le boulevard Saint-Michel, sur le boulevard Saint-Germain, sur le boulevard du Montparnasse et accessoirement un peu moins sur la rue de Rennes, des nuisances sonores que je qualifie d'insupportables.
Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire, en vous laissant bien volontiers la parole si vous souhaitez intervenir. Je vois le doigt de Florence de Vara qui s'est levé. Je voulais juste, insister sur le fait que les tarifs des travaux nécessaires pour rénover les bâtiments, les immeubles, ce sont des tarifs énormes à supporter par les habitants, les copropriétés. Et je sais qu'il y a beaucoup de copropriétés où ils ne voient pas du tout comment ils vont pouvoir financer, même en empruntant. C'est quand même un sujet... c'est vraiment un sujet qui préoccupe beaucoup les habitants. Donc, voilà. Il sera intéressant peut-être que pour la prochaine réunion dite Baudrier, il y ait des exemples qui soient donnés, puisqu'on avait donné l'exemple d'un immeuble qui est l'immeuble où un de nos anciens, un ancien membre de conseil de quartier réside, qui doit se trouver rue de Bérite, qui lui fait l'objet d'une opération positive et la copropriété s'est mise d'accord, donc c'était tout à fait positif. Et ça serait intéressant qu'on ait un ou deux exemples de voir sur quoi bute une rénovation d'immeuble. Donc là, principalement sur un problème financier, mais après, sur un accord de copropriété. Après, on avait noté quand même que la ville, l'Agence parisienne du climat, était prête à s'engager davantage. Alors, est-ce qu'on peut étaler? Vous voyez, c'est un plan de financement à mettre en jeu. Est-ce qu'on peut étaler? Est-ce qu'on peut... Mais je suis bien conscient qu'on peut avoir certains copropriétaires qui sont dans une grande difficulté. Une personne veuve, par exemple, qui a des moyens limités, uniquement une pension de réversion, qui peut se retrouver dans une situation difficile. Voilà. Ok, donc on en reparlera. Autre intervention? Il n'y en a pas? Madame de Bocan? Moi, je vais juste dire que quand vous questionnez justement la ville, ce qu'ils vous demande de faire, c'est d'isoler votre logement, mais par l'intérieur. Donc, ce sont quand même des mètres carrés en moins, même si c'est à chaque fois 10 ou 15 cm, mais sur tous les extérieurs des appartements, ça peut faire 3-4 mètres carrés en moins. Et quand on connaît le prix du mètre carré à Paris, il faut réfléchir. Certes, mais si vous pouvez continuer à louer votre appartement, ou si vous pouvez le transmettre, si par exemple vos enfants qui en hériteront le transmettent en sachant qu'il est louable, ça vaut peut-être le coup de perdre certains mètres carrés. Après, c'est vrai qu'il faut faire très attention, et j'ai lu un article récent dans la presse qui indiquait le coût de rénovation. C'est un immeuble qui était rénové dans le Marais, qui avait été pris... Alors, il y avait des travaux relativement importants, et c'est vrai qu'on en profitait pour faire des travaux intérieurs. Ce qui est plus délicat, ce sont des gens qui habitent, vous habitez sur place, vous avez fait des travaux il y a quelques années, vous n'avez pas envie de vivre... C'est vrai que les travaux de rénovation intérieure peuvent conduire la personne à devoir quitter son logement pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois. C'est là, à mon avis, où le bas blesse. C'est plus délicat. Après, ça mérite peut-être d'être fait. Est-ce que ça doit être fait à l'occasion d'une transmission? Oui, c'est tout le problème. Mais vous avez raison, ça passera sans doute par des rénovations intérieures. Les rénovations extérieures sont moins efficaces et surtout, elles sont quelquefois tout simplement interdites pour des raisons de prescription architecturale. Mais là, on ne va pas anticiper la réunion Baudrier quand même. Je voulais juste aussi insister sur le fait que dans le 6e, il y a pas mal d'appartements style haussmannien, dans lesquels il y a des belles moulures. Ça veut dire que voilà, il faudrait faire tout disparaître en façade. Je sais pas, je trouve ça assez insensé parfois. Nous en reparlerons, mais je ne peux pas, à 2 jours de la COP, 28, 29, je ne peux pas sombrer dans une critique tous azimuts de cette législation qui existe, qui est peut-être un peu sévère, qu'il faudra peut-être effectivement revoir. Mais sur le fond, je pense qu'il faudra y passer comme on l'a fait quand on a, dans des immeubles haussmanniens, on a amené le gaz, après on a amené les éléments de confort dans les années 70, 80, etc. Ça fait partie quand même d'une évolution. C'est vrai que c'est une évolution qui se fait un peu à marche forcée. Est-ce que tout le monde pourra la faire? On verra. Mes chers collègues, je vous propose de vous prononcer maintenant sur le plan climat. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? C'est mon cas. Qui vote contre? Qui vote pour?
Alors, est-ce que Monsieur Vincent et Monsieur Rioual ont tous les votes? C'est bon. Paul Maria, tu as voté, tu t'es abstenu? Oui, je me suis abstenu. Avec Paul Maria. On fait s'abstenir en dépit de son absence. Je vous remercie. Donc la délibération est adoptée. Nous poursuivons nos travaux et nous allons passer maintenant à la DU 166. Je donne la parole à notre collègue Claude Ribes. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de donner à un petit tronçon, une petite partie du boulevard Raspail au niveau de la rotonde vers la statue de Balzac, le nom de Claude et Catherine Rich, qui sont deux comédiens français. Alors, Catherine Rich est beaucoup moins connue que son mari, pour une simple raison, c'est qu'elle a beaucoup moins joué que lui dans des films populaires. C'était plutôt une actrice de théâtre, mais une excellente actrice, une excellente comédienne. Claude Rich est beaucoup plus connu, évidemment, surtout pour les gens de ma génération. C'est d'abord une voix, ça fait partie de ces grandes voix d'acteurs qui sont irremplaçables, comme celle de Jean-Louis Trintignant, c'est une voix. Et il a joué dans plus de 100 films. Alors il est inoubliable, bien sûr, dans le Paris brûle-t-il, où il joue le rôle du maréchal Leclerc. Mais si je devais faire un choix, je pense qu'un de ses rôles les plus amusants, c'est dans Les Tontons Flingueurs, où il joue le rôle d'un jeune homme très insolent qui s'appelle Antoine. Et si vous en avez l'occasion, puisque c'est quand même un film culte qui parle à toutes les générations, revoyez cette scène merveilleuse où Lino Ventura découvre sa fille dans les bras de ce jeune insolent qui s'appelle Antoine et qui est en train de l'initier à la musique, entre autres, à la musique de Corelli, sur un dialogue d'Audiard. C'est quand même un grand moment. Ces deux comédiens sont aussi des gens qui ont partagé 58 ans de vie commune, ce qui est rare dans ces métiers. Donc, ils se sont, je crois, mariés en 1959 et c'est la mort qui les a séparés, celle de Claude Rich en 2017. Mais c'est quand même une belle histoire et je me réjouis de savoir que ce bel endroit où trône cette belle statue de Rodin portera désormais, après votre vote, le nom de Claude et Catherine Rich. Merci Claude pour ce bel hommage. Donc je vous propose de voter et donc les terre-pleins du boulevard Raspail ont été dénommés respectivement, dédiés à Sonia Riquel, quand on parle Jacques Derrida, ensuite deux résistantes dont j'ai oublié le nom et c'est très mal de ma part, ensuite Sœur et... oui. Bertie Albrecht, une des deux. Bertie Albrecht. Oui. On n'a pas inauguré d'ailleurs. On n'a pas inauguré. On n'a pas. Non, mais je crois que c'est passé par la crise sanitaire. Il faudra effectivement peut-être qu'on le fasse. Ensuite, Sœur Emmanuel, nous avions inauguré avec un de nos anciens collègues du 6e arrondissement, Monsieur Alain Barrault. Ah oui, Alain Barrault. Alain Barrault, qui était devenu ensuite maire de Béziers. Et puis, ce terre-plein, le plus haut, où se trouve effectivement cette très belle statue actuellement en cours de rénovation, qui sera dédiée à Claude et Catherine Rich. Donc, je vous propose de voter. Oui. Donc, le vote pour, direct. Je vous remercie. Nous poursuivons nos travaux et nous allons passer au DVD. Maintenant, aux deux délibérations DVD, je donnerai à deux reprises la parole à notre collègue Charles Flaubert. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Donc, deux délibérations. Tout d'abord, la délibération DVD 87 qui porte sur la prorogation des accords passés entre la ville de Paris et l'ANTAI, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Donc, juste pour comprendre, l'ANTAI s'occupe d'adresser les contraventions aux automobilistes
à la suite du FPS, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas réglé son stationnement. Donc l'entaille peut entailler le portefeuille des automobilistes, et bien évidemment c'est nécessaire pour pouvoir fonctionner de la sorte, c'est-à-dire pouvoir émettre les avis de contravention ou plus spécifiquement les forfaits post-stationnement. Donc je vous propose de voter favorablement à cette délibération. Merci. Collègues, y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Mais c'est Madame, juste adjointe. anecdotique, si vous le voulez bien, juste pour signaler qu'Entaille, effectivement, ne s'adresse jamais par SMS aux personnes et que si vous avez un SMS Entaille, surtout vous ne le payez pas parce que c'est effectivement un rapt. Donc, on vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Pas pour les prunes, pardon, mais pour la délibération. Elle est adoptée. Je redonne la parole à notre ami Charles Plauvert qui va rapporter sur le plan Paris piéton. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc cette délibération porte sur le plan Paris piéton. Alors bien évidemment, nous sommes tous sur le principe favorable aux piétons, ce qui est quand même le mode de déplacement, notamment dans le 6e de base, d'origine, si je peux m'exprimer ainsi. Et d'ailleurs, dans les contrôles que nous faisons faire par la police municipale, notamment, nous vérifions et nous essayons d'assurer la sécurité des piétons. Donc, sur le fond, bien évidemment, on ne peut qu'être d'accord sur la priorité donnée aux piétons. Cela dit, je me permets tout de même de noter que pour que les piétons soient en sécurité, il convient tout de même que les trottoirs soient bien entretenus, que les pieds d'arbres ne posent pas de problème, tant d'ailleurs pour les arbres que pour les piétons, que les feuilles soient correctement ramassées, que la chaussée soit en bon état et également que la sécurité soit assurée. C'est une globalité que la sécurité est la priorité donnée aux piétons. Je précise d'ailleurs que des interventions avec l'intervention et l'appui de Monsieur le maire vont être effectuées pour des reprises de pieds d'arbres, puisqu'il y a des endroits où elles peuvent être dangereux. On nous a signalé des chutes notamment, et que des reprises notamment place Saint-Michel sont en cours après avoir fait plusieurs demandes, notamment des reprises de chaussées qui là aussi peuvent poser des difficultés et poser des dangers auprès de nos concitoyens, des habitants du 6e arrondissement. Donc plan priorité piéton. Écoutez, sur le principe, oui. Après, je laisserai chacun voter comme il l'entend, parce que ce qui compte, c'est avant tout la propreté, la sécurité, la salubrité, et c'est pas uniquement appeler ça un plan piéton en tant que tel. Voilà. Donc, je laisserai chacun voter comme il le souhaite. Merci. Merci pour effectivement, c'est l'espace public, ça doit être une préoccupation, c'est une préoccupation essentielle. C'est d'ailleurs visé par le Code général des collectivités territoriales. Pour qu'un piéton puisse effectivement ou se promener, ou circuler, ou marcher tout simplement, ce qui est de la fonction légitime, normale d'un être humain, il faut qu'il puisse évoluer dans un environnement propre, sûr, salubre, et que les trottoirs soient entretenus, que les chaussées le soient également, et puis qu'on puisse traverser en sécurité. Et là, il faut bien avouer qu'au cours des dernières années, on a laissé se développer une forme d'insécurité sur le domaine public routier où les uns et les autres ont tendance effectivement à ne pas se respecter les uns les autres. On a, certes, la législation a évolué. Les doubles sens cyclables sont le produit, dans les zones 30, je le rappelle, d'un décret pris par Jean-Louis Borloo en 2007. D'ailleurs, tout le 6e arrondissement, ça se passe pas si mal que ça, ont l'objet de double sens cyclables. Mais pour certains de nos concitoyens, les plus âgés, ceux qui voient mal, ça peut constituer effectivement une source de difficulté. Et je rappelle que normalement, y compris dans les voies à priorité piéton, le piéton a priorité sur le vélo, qui a priorité sur la moto, qui a priorité sur l'automobile, qui a priorité sur le camion. Après, vous avez la situation plus délicate des vélos électriques,
qui se sont beaucoup développées au cours des dernières années, qui constituent assurément un progrès et un attrait dans les zones périurbaines, à la campagne, mais dont l'usage immodéré en ville et quelquefois sans suffisamment de connaissances par certains, peut constituer un danger pour d'autres cyclistes, pour eux-mêmes, voire pour les piétons, et être source d'accidents. Donc il y a une vraie difficulté, et moi j'appelle vraiment à ce que dans les prochains mois, on arrive à pacifier les choses, à rappeler certains à leurs responsabilités. C'est vrai que le matin on est pressé, on est en forme, on a des besoins, on doit déposer ses enfants à l'école si on en a, on doit arriver à son travail, on pense à un certain nombre de choses, mais on doit aussi faire attention, et d'ailleurs faire attention à soi et aux autres, car si on a un accident, on peut être victime, tomber sur une chaussée, se fracturer un membre en touchant une bordure de trottoir ou percuter un piéton, peuvent avoir de graves répercussions. Donc attention en la matière, il faut vraiment, et ça je l'appelle, au-delà de ce plan piéton, qui est une très grande prise en compte, non seulement par la mairie de Paris, mais également par tous les acteurs, par tous les habitants, de la nécessité de pacifier nos déplacements. Des efforts ont été faits, je crois d'ailleurs les efforts qui ont été faits par les automobilistes, et c'est très bien, la circulation automobile a diminué, mais il faut aussi se respecter les uns les autres, ce qui n'est pas totalement le cas aujourd'hui. Quand on circule à Paris, il y a des prises de risques qui sont des prises de risques, alors de la part de certains cyclistes, de la part aussi, je le citais tout à l'heure, également de convois ministériels, de véhicules d'urgence qui passent à une vitesse considérable et qui peuvent également constituer un danger pour les familles, pour les piétons, pour les personnes âgées. Donc faisons bien attention à ça. Et moi, suivant effectivement le rapport de Charles Flaubert, moi je m'abstiendrai en souhaitant qu'on fasse des progrès en la matière. Marcher, c'est la fonction première. D'ailleurs, dans la délibération, quand vous la lisez, on compare la marche à d'autres modes de déplacement. Mais la fonction première d'un être humain, c'est de marcher. On commence à quatre pattes, après, pendant une période assez longue, nous devenons des bipèdes, et on peut malheureusement ensuite marcher sur trois pattes ou repasser dans des situations plus compliquées lorsqu'on atteint un âge avancé, voire quelquefois, comme les malheureux qui sont gérés par Simon de Sirène, qui sont victimes d'accidents de la route, dans une situation beaucoup plus délicate. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues, et en vous laissant bien sûr la liberté de vote sur ce dossier. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non. Il n'y en a pas, je vous ai suffisamment saoulé avec M. Flaubert, non? Bon. Donc je vous propose de passer au vote. Alors, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Vous avez les... Parce que tout le monde fatigue, hein, vous aussi. Donc, qui vote contre? Normalement, on ne va pas avoir de vote contre. Qui vote pour? Voilà, 4 personnes. Et donc, la délibération est adoptée. Eh oui. Ben oui, mais c'est normal. Et elle sera adoptée en Conseil de Paris. Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux et je vais donner normalement, si je ne me trompe pas, la parole à Madame Hervieux ou à Monsieur Comet ou aux deux qui vont rapporter sur leurs vœux. Oui, mais c'est le vote global d'approbation, il se fait, on l'a voté au début. Effectivement, donc chers collègues, je voulais rapidement vous présenter le vœu que nous souhaitons proposer au vote ce soir. Donc dans le contexte qui a été évoqué d'ailleurs plus tôt de l'inflation actuelle et du fait que les étudiants sont un public qui sont particulièrement touchés justement par la hausse des prix, notamment des denrées alimentaires, et qui éprouvent, comme on le sait, sur tout le territoire d'ailleurs, de grandes difficultés financières. Et le fait que nous avons sur notre territoire
dans le 6e un établissement qui est bien connu de nous tous, l'Institut catholique de Paris, qui réunit près de 10 000 étudiants qui se forment dans cet institut. Nous avons pensé un petit peu sur le modèle de ce qui peut exister dans d'autres arrondissements, et en fait, pour être honnête, c'est un projet qui a vu le jour dans l'esprit du directeur des études, notamment en lien avec la Fédération des étudiants de la Cato, pour proposer en fait la création d'une épicerie solidaire au sein de l'Institut catholique de Paris, puisque nous savons que des dispositifs similaires existent, donc notamment dans le 5e arrondissement, qui ont vu le jour notamment pendant la période du Covid. Mais c'est un besoin en fait qui s'exprime de façon un petit peu détournée, pas forcément de façon directe ou visible, parce que c'est toujours difficile de la part d'étudiants et de la part de la population globale d'exprimer des difficultés, notamment dans l'achat de denrées alimentaires. Mais voilà, la connaissance du terrain de ces acteurs que j'ai précités montre qu'il y a un vrai besoin. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans le 6e arrondissement, et vous l'avez dit, chers collègues, plus tôt, que tous les étudiants ont leurs parents derrière eux, qu'ils roulent sur l'or, qui ont des possibilités d'accès à des denrées qui deviennent de plus en plus chères. Et on a aujourd'hui en France près d'un étudiant sur 3 qui loupe un repas par faute de moyens financiers. Et bien dans le 6e, je n'ai pas le chiffre évidemment précis à vous communiquer, mais en tout cas ce que je sais, c'est qu'il y a des étudiants qui sont en grande difficulté et qu'il s'agirait d'accompagner, d'aider grâce à cette épicerie solidaire, sachant que tous les moyens, en tout cas les moyens humains sont là, le local est là, la direction de l'Institut catholique de Paris est allante sur ce projet et valide le projet. Donc voilà, toutes les conditions sont réunies, si ce n'est pour l'instant la question du budget, puisqu'évidemment ça coûte assez cher d'organiser, de mettre en place cette épicerie solidaire. Donc l'idée, ce serait, évidemment, il y a l'association qui gère ce projet, va chercher d'autres financements en dehors des financements des mairies que nous représentons, autant mairie de Paris que mairie du 6e, mais je pense qu'il serait bienvenu que la mairie du 6e puisse en fait soutenir déjà officiellement ce projet et puisse peut-être participer sous des modalités qui sont à définir à l'élaboration du projet, voire même peut-être accompagner financièrement dans des proportions qui restent à définir, comme c'était présenté dans le cadre du vœu pour ce sujet important de soutien financier aux étudiants et aussi dans le 6e arrondissement. Je vous remercie. Chers collègues, alors Claude Ribes, je parle sous le contrôle de Claude Ribes qui a une relation suivie avec l'Institut catholique de Paris, puisque nous avons l'occasion de déjeuner récemment avec le recteur et qui a, je crois, également une personne proche de lui qui est étudiante de l'Institut catholique. Alors, je voulais vous dire, ma chère collègue, vous avez parfaitement raison. On peut étudier dans le 6e arrondissement et avoir des moyens très modestes. D'ailleurs, être étudiant à l'Institut catholique, qui d'ailleurs accueille des étudiants de toute nature, des étudiants boursiers, des étudiants également qui voilés, d'ailleurs, je le dis entre parenthèses, qui sont. Alors, il y a des religieuses, mais aussi des étudiantes plutôt d'origine musulmane qui sont voilées. Et le mélange se fait parfaitement bien. Il n'y a pas de difficulté. Il y a moins de difficultés, d'ailleurs, de présence de ces étudiantes à l'Institut catholique que quelquefois dans les universités publiques. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais je le disais parce que c'était une partie de notre conversation avec le recteur. S'agissant de l'aide, oui, très bien. Mais là, si vous voulez, ce qui nous pose problème, c'est la rupture d'égalité. Vous voyez, c'est la rupture d'égalité. Vous citez le cas du 5e arrondissement. Le 5e fait des choses intéressantes, le 6e aussi en fait aussi. Et si on se met à faire du benchmarking entre tous les arrondissements, on passera son temps à ça. Mais l'épicerie du 5e arrondissement, c'est une épicerie qui est solidaire, qui a été implantée dans un local de la mairie du 5e, qui était d'ailleurs un ancien local de la police municipale, je crois, occupé par la police nationale. Là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et vous avez centré votre vœu sur l'aide aux étudiants de l'Institut catholique. Ce qui est, alors moi, ça me gêne pas, justement, d'où mon approche. Vous voyez, c'est pas parce que je vous reproche pas de centrer votre aide sur l'Institut catholique, qui est effectivement un établissement très important, qui délivre des formations qui vont bien au-delà de son appellation d'origine, avec d'ailleurs des établissements qui ont essaimé dans différents domaines, encore une fois, et qui a une diversité de publics et de professeurs.
En revanche, ça me pose un problème sur l'aide qu'on puisse apporter, si vous voulez, directement. Alors ça pourrait se faire sous la forme d'une subvention de la mairie de Paris, éventuellement, mais quel est le support? Est-ce que c'est un support associatif au titre de l'Institut catholique? Est-ce que c'est une subvention directe à l'Institut catholique? Et nous avons encore le même problème. C'est-à-dire, vous le savez très bien, là, nous n'avons pas de capacité juridique forte à délivrer des subventions. On peut apporter, prendre de temps en temps des factures. Il y a le fameux FAL, il y a le fonds d'action locale, mais qui n'est pas inépuisable puisque pour le 6e arrondissement, il est de l'ordre de 10 000 euros. Et on a aidé au titre de ce FAL, on ne l'a pas fait une année la pause du 6e arrondissement. On aide traditionnellement Partage 5, 6, 7, mais qui joue un rôle très, très important, puisque je vous rappelle que Partage 5, 6, 7, c'est l'association support qui aide énormément au moment de la banque alimentaire qui s'est déroulée d'ailleurs samedi dernier et le week-end dernier, et qui a d'ailleurs utilisé également les forces du service d'action sociale. Ensuite, il y a les plateaux des personnes âgées que nous délivrons et qui passent là par le comité d'action sociale. Donc la manne n'est pas inépuisable. Mais moi, ce que je voulais vous proposer, on en a discuté avec Olivier Passlec, qui est bien sûr comme vous attentive à l'Institut catholique, puisque je crois qu'on a aussi une espèce de petit partenariat. Non, c'est avec Assas qu'on a un partenariat. Voilà. C'est peut-être que vous rapprochiez tous les deux, Claude et Céline Hervieux, vous regardiez peut-être, vous rencontriez le responsable de l'Institut catholique, vous regardiez comment on peut les aider. Moi, je veux bien aussi faire un appel aux dons. Je veux bien faire un appel aux dons dans le journal pour sensibiliser effectivement un certain nombre de personnes. Après, il faut savoir quel est le support. Quel est le support potentiel de cette aide? Est-ce qu'il faut flécher? Parce que si on fait un appel aux dons, est-ce que ces dons sont fléchés? Ensuite, est-ce que c'est un support qui apporte une déduction fiscale ou n'en apporte pas? Pourquoi pas, hein? C'est pas... Il y a des gens qui peuvent aussi donner sans qu'il y ait forcément une déduction fiscale. Hein. Tout ça n'est pas impossible. Donc c'est un peu ce que je vous proposerais, que vous fassiez une petite équipe, en parlant à Olivier, qui est un peu le conseil juridique de la municipalité, qui connaît bien en tant qu'universitaire tous ces problèmes-là. C'est un peu ce que je vous proposerais. Mais en l'état, on ne peut pas voter ce vœu-là. Il est sympathique dans son essence, mais en revanche, rupture d'égalité et puis imprécis dans la capacité que nous avons à le mettre en œuvre. Hein. Donc, ce que je vous proposerais, c'est peut-être que vous le retiriez, à moins que vous vouliez mais je pense le retirer, et vous faites une petite équipe. Vous en parlez, Claude Ribes et vous-même, et vous essayez de voir les responsables de l'Institut catholique. Je pense qu'on va quand même le maintenir, parce que je voudrais qu'on puisse le voter quand même. Mais cela dit, merci pour votre retour et vos pistes de réflexion. Donc effectivement, moi je me tiens à disposition et j'essaierai de solliciter donc Claude et Olivier Passlec pour qu'on puisse éventuellement rencontrer ensemble le directeur des études qui porte le projet et qu'on puisse essayer d'affiner un petit peu les choses pour voir quel pourrait être le réceptacle d'une éventuelle subvention ou d'un appel aux dons, si dont on arrive à apercevoir pour ce projet. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse le soumettre au vote. D'accord. Alors vous avez compris que je ne voterai pas, je n'appellerai pas à le voter favorablement. Mais je propose de voter sur le vœu présenté par Céline Hervieux et François Comet. J'émets un avis défavorable pour les raisons que j'ai indiquées. Donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Donc voilà, qui s'abstient? Qui vote? Vous abstenez? Qui s'abstient? S'abstient pas. Qui vote contre? Qui vote pour? Il est adopté. Je vous remercie. Et néanmoins,
la petite équipe se mettra en place car sinon, de toute façon, j'aurais du mal à le traduire dans les faits. OK ? Merci. Au titre des affaires diverses, est-ce que vous vouliez aborder un certain nombre de points, mes chers collègues? Je vous donne bien volontiers la parole. De l'Académie de la Grande Chaumière. On commence, Madame Kiss. Oui, Monsieur le maire. Donc, c'était pour aborder le sujet du cinéma Le Bretagne, qui vient de fermer dernièrement et qui était une institution culturelle importante de l'arrondissement. Donc, pour savoir si vous aviez des informations concernant ce qui allait advenir de ce cinéma, sachant que les Pathé donc arrête son activité cinématographique. Et voilà, donc savoir si on pouvait avoir des leviers pour garder une vocation culturelle à cet endroit. Je vous remercie. Bretagne, effectivement, vous l'avez vu, vous avez vu l'article dans le Parisien. Moi, j'ai répondu également à une demande d'interview de Télégramme de Brest. Bon, en réalité, c'est une affaire c'était le dernier joyau de la famille Rittmann, qui avait trois établissements à Paris, le Miramar, le Mistral. Le Mistral était avenue Gérald Leclerc, il est fermé il y a quelques années, il était vendu à un promoteur. Le Bretagne avait échappé à cette fin funeste, mais il a été racheté par Pathé. Mais laissé sans doute pour des raisons, je dirais, amicales à la gestion de Madame Rittmann, mais qui n'en faisait quasiment plus rien. Et le problème, c'est que cette salle qu'un certain nombre d'entre nous ont sans doute connue, moi j'ai vu des films dans les années 70-80, avait vieilli, qu'il fallait sans doute des millions d'euros pour la rénover, et que Pathé, qui a beaucoup investi dans son cinéma qui se trouve à l'angle de la rue d'Odessa et de la place du Juin 40, ne voyait pas l'utilité de réinvestir dans un quartier où on a quand même, je les ai comptés l'autre jour avec Michel Gomez, qui est le délégué de la mairie de Paris en charge du cinéma, près de 35 salles. On a 35 salles dans un rayon de environ 50 mètres entre les UGC Pathé 83 et Rotonde, le Montparnasse, le Pathé Montparnasse, les Montparnasse qui sont un peu plus haut rue d'Odessa, les 7 Parnassiens qui vont beaucoup mieux, et je n'ajoute pas les deux salles de MK2 qui sont situées rue Gilles Chaplin, sans parler également des petites salles du Lucernaire. Donc on a vraiment un écosystème qui fonctionne d'ailleurs excessivement bien. Les 7 Parnassiens ont eu une période de flottement il y a quelques années, on était même très inquiets, et maintenant ils sont repartis. Bon, c'est une économie qui reste comme le théâtre fragile, mais on a quand même un pôle qui est très très fort et dont il faut se féliciter. Là, le Bretagne, on a une difficulté. Pathé en est propriétaire. J'avais été visité il y a quelques années par des personnes une famille qui avait fait fortune dans la moquette, dans le tapis, une famille du nord de la France qui se passionnait pour les films d'opéra et qui aurait voulu reprendre ce cinéma pour en faire justement un cinéma dédié à la salle de cinéma, mais avec un modèle économique qui est bien sûr plus fragile qu'un modèle de cinéma classique. Donc il faut ensuite qu'il y ait, en quelque sorte, qu'il y ait correspondance entre le prix de vente que Pathé et le prix de vente de la partie acquérance. Jusqu'ici, ça ne s'est pas fait. Alors que deviendra le Bretagne ? On ne sait pas. Il y a quand même un levier d'action, c'est que ce bâtiment, cet établissement, fait partie lui aussi d'une copropriété. Donc la copropriété n'acceptera pas n'importe quoi. On échappera sans doute au restaurant. D'ailleurs, il y a trop de restaurants et les gens mangent de moins en moins. Mais il y aura sans doute... Alors, est-ce que ça sera un commerce ? Est-ce que ça sera... On va voir. On peut imaginer différentes... Est-ce que ça restera un cinéma ? J'en suis pas sûr. Est-ce que ça deviendra un lieu culturel ? De quelle nature ? De quelle sorte ? Voilà. Affaire à suivre. Affaire à suivre avec la copropriété, ça doit être le 75 boulevard du Montparnasse. Je me demande si c'est pas le 73 ou le 75, donc 73. Donc n'hésitez pas, si vous avez des informations, moi je suis prêt à rencontrer éventuellement la copropriété. Autre question ?
2 mots sur la Grande Chaumière. Vous voulez que je dise 2 mots de la Grande Chaumière? La Grande Chaumière, Julia, qui suit à mon cabinet, m'a transmis tout à l'heure un document. Je pense qu'on pourra vous le transmettre, l'éditer, on le fera transmettre, vous l'enverrez à monsieur Riwal qui le mettra dans le conseil d'arrondissement. Le permis a été développé, avec si vous voulez, des prescriptions. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement un débat. C'est un beau projet, c'est un projet de réhabilitation d'un bâtiment qui était très fragilisé, qui doit rester dédié à l'art. Il faudra affiner ensuite le projet culturel pendant la période de travaux indiscutable qui va devoir intervenir, mais il fallait des travaux. Le bâtiment est beaucoup vieilli et le risque, c'était de continuer à utiliser ces locaux dans leur état actuel et que les bâtiments partent en fumée. Alors après, vous l'avez compris, il y a eu des difficultés, des difficultés entre les exploitants actuels et le futur propriétaire, question d'argent, qui ont donné lieu, je crois, à un contentieux qui est en train de se régler. Et normalement, on peut espérer que les travaux démarreront sans doute, peut-être après l'actuelle saison artistique. Il faudra là en reparler et peut-être voir avec la mairie de Paris si on peut temporairement, pour un certain temps, mais c'est un temporaire qui durera au moins 1 année, voire 2 années, voir si certains des cours qui ont lieu actuellement dans les ateliers de la Grande Chaumière pouvaient être hébergés autrement. Moi, j'ai longtemps pensé au 80 boulevard du Montparnasse, qui est de l'autre côté, sur le côté 14e, où il y a des ateliers Beaux-Arts. Le bâtiment est actuellement en cours de rénovation. On m'avait dit justement, il ne pourra pas accueillir car il est en cours de rénovation, mais l'affaire de la Grande Chaumière a tellement dérivé, un peu comme le 110 rue de Vaugirard, qu'on peut peut-être espérer, à ce moment-là, peut-être passer une convention. Il faudra en tout cas le proposer. Après, il faudra que si la mairie de Paris accepte le principe de la convention forcément payante, mais peut-être avec des tarifs modérés, que la partie gestionnaire, laquelle d'ailleurs, est-ce que ça sera Monsieur Garez, est-ce que ça sera l'actuel exploitant, accepte de signer cette convention avec la mairie de Paris. Mais moi, c'est mon souhait le plus vif. En tout cas, on va quand même, si on arrive à travers cette opération et si les travaux ont lieu, on aura sauvé quand même un des derniers vestiges du Montparnasse de la fin du 19e siècle et du début du 20e, qui aura vu quand même passer tous les plus grands peintres de Montparnasse, de Fujita à Soutine, de Modigliani à Picasso. Bref, c'est quand même un truc absolument extraordinaire qu'il fallait sauver d'une façon ou d'une autre, et qui est resté totalement dans son jus. Mais le jus était tellement devenu ancien que l'acidité commençait à bouffer les réseaux électriques et même les éléments métalliques des façades. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est plutôt bien parti. Et on vous envoie la photo du permis de construire. Puis je vais vous envoyer le mail. Julia va le transmettre à Monsieur Riwal. Et c'est un document maintenant qui est public. Donc de toute façon, je vous envoie un document. Alors est-ce qu'il y aura des voies de recours? Est-ce que l'affichage va avoir lieu? Est-ce qu'il y aura des voies de recours? On verra bien. Mais s'il y a recours, ils seront jugés. Et ensuite, ça retardera un peu plus les travaux. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est une bonne chose. Je voulais aussi vous dire, mes chers collègues, que sur le musée Hébert, vous avez vu un peu le feuilleton, la série semble évoluer positivement, et ça, je m'en réjouis. La Fondation de France, qui était un peu celle qui gérait la clause légataire de la Fondation du Kerman, a accepté ce qui a été prévu. C'est-à-dire que le musée soit finalement, qui était totalement abandonné depuis 2006, voit ses locaux mis en vente par le ministère de la Culture, le produit de cette vente étant destiné à héberger les collections du Hébert sur un site unique, le musée départemental de la Tronche dans l'Isère, qui est un magnifique musée, à charge pour nous, bien sûr, de s'interroger sur le devenir des locaux de la rue du Cherche-Midi. Mais là, on a quand même 2 éléments qui sont très forts. Déjà, une protection ISMH, inventaire supplémentaire des monuments historiques,
portant sur toutes les façades extérieures, rue Jean Ferrandi comme rue du Cherche-Midi. Ensuite, une dévastation totale de l'intérieur, puisque j'ai réussi à le visiter en 2017. Et une interrogation qui subsistera, c'est qu'est-ce que, à partir du moment où c'est mis en vente, je ne connais pas encore le prix, puisque la dernière étape, c'est le ministère de la Culture qui redemande une évaluation au ministère des Finances, mais on sera sans doute sur un prix de, quand même, forcément plusieurs millions d'euros. À une époque, on avait parlé de 17 millions d'euros à la vente. Que peut en faire un éventuel opérateur? Est-ce que ce sera une fondation privée qui rachètera? Est-ce que c'est quelqu'un qui voudra développer un autre projet? Mais là, il faut tout reconstruire à l'intérieur. C'est donc considérable. Est-ce que c'est Gérard Depardieu qui va revendre son hôtel au 95 pour se réimplanter dans la fondation du Kerman? Plus tellement la Côte, je crois. Bref, ça, c'est une vraie question en devenir. Une vraie question en devenir. Voilà, et puis je voulais attirer votre attention sur les travaux de la rue de Tournon, qui sont quand même des travaux excessivement difficiles, qu'on essaie de suivre. C'est des travaux lourds, c'est des travaux qui seront sans doute productifs d'une belle rue à terme, mais c'est très lourd pour les commerçants. Donc je voulais quand même vous le signaler. On a quand même un peu une volée de bois vert d'un certain nombre de commerçants, pour ceux qui restent. Et j'espère que ça sera mené le mieux possible et que ça n'aura pas trop de conséquences pour la survie d'un certain nombre de commerces. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Et en vous souhaitant une bonne soirée et en vous donnant rendez-vous à demain pour ceux qui souhaiteront assister au SICA sur le problème de la collecte des déchets de toute nature dans la capitale et dans le 6e en particulier. Je vous remercie.